Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et ce soir, l'espace d'un court podcast, je souhaitais vous parler de Malignant, dernier film en date de James Wan, qui avait officié jusqu'alors dans l'horreur, avec une petite incarnade dans l'action, dans le gros actionneur bourrin avec Fast and Furious 7, et dans le nanar d'ici avec Aquaman. Le reste, c'est fondamentalement de l'horreur en grosse partie, malgré peut-être aussi le Death Sentence, le génial Death Sentence, qui est pour le coup un Vigilant Movie. Mais pour le coup, voilà, on revient après une petite pause de 2 œuvres à quelque chose qui est finalement coutumier dans la carrière de James Wan et qui l'a fait connaître, qui est l'horreur. Alors j'apprécie beaucoup James Wan de manière globale, puisque j'appréciais beaucoup le premier Saw, qui a été quand même une petite claque lorsque je l'ai découvert au cinéma. J'ai eu aussi énormément de plaisir à découvrir Insidious, qui je pense encore aujourd'hui est mon James Wan préféré, et je vais permettre de citer Insidious parce que pour moi Malignant est très très proche d'Insidious. Je pense dans ce qu'il veut montrer, dans l'hommage, dans la manière d'aller travailler le grotesque en flirtant avec le ridicule. Je trouve que c'est quelque chose qui était déjà présent dans Insidious, mais qui là, dans Malignant, il le pousse encore plus loin. Et puis James Wan, c'est aussi un gros amoureux de cinéma de genre. Donc c'est un cinéma qui globalement est extrêmement référentiel, et Malignant ne fait absolument pas exception à la règle, puisqu'on parlera évidemment de Giallo, on parlera de De Palma aussi, parce que pour moi une des influences c'est De Palma. Moi j'irais même jusqu'à dire aussi qu'il y a au moins, alors on peut faire des ponts, je sais, on peut tisser des ponts, je sais pas si c'est une référence directe, mais moi j'ai vu beaucoup aussi d'un film de Takeshi Miike qui s'appelle Imprint, sur pas mal de choses, et notamment à l'égard du twist, mais ça je vais être de côté pour une partie spoiler. Dans tous les cas, si vous voulez, on va faire une partie assez courte un petit peu sur mon idée globale du film, parce qu'il est compliqué de parler de Malignant sans faire le détour, si vous voulez, du twist. Et puis de toute façon il me semble que c'est nécessaire, parce que ce qui m'a permis aussi d'apprécier le film, de le penser, de pouvoir le comprendre et comprendre la démarche de James Wan, c'est le twist. Je trouve que finalement la première partie du film est un petit peu étrange. Le film dans sa globalité est assez étrange, c'est une sorte d'aberration faite de film, très un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir, très étrange. Je vais revenir sur le mot étrange, très bizarre. C'est un truc qui est assez radical, qui va jusqu'au bout de ce qu'il veut faire, quitte parfois encore une fois à flirter, mais exactement comme Insidious à la fin, avec le grotesque et le ridicule. Mais pour moi justement, le ridicule ne le franchit jamais. On est toujours sur cette fine ligne, cet exercice d'équilibriste qu'il y avait déjà avec la créature, le démon rouge qu'il y avait à la fin de Insidious, et l'exploration du lointain. On est toujours sur cette fine, sur ce très fin fil, à faire un exercice d'équilibriste, et à ne pas, moi je trouve en tout cas que James Wan ne sombre jamais dans le ridicule. Il y a toujours ce truc là qui permet de créer quelque chose d'assez malsain, d'assez malaisant, en même temps d'assez jubilatoire, d'assez fun, d'assez drôle également, mais on est toujours sur cette, on sombre jamais, ça devient jamais un défaut qui pèse dans la balance du film. Alors on suit, pour ce qui est du synopsis, le personnage de Madison, donc incarné par Annabelle Wallis, qu'on avait déjà vu dans Annabelle, et qui pour le coup ici incarne une jeune femme. Elle est enceinte, elle vit avec un compagnon violent, et elle va assister lors d'épisodes de paralysie du sommeil extrêmement violentes à divers meurtres. Alors d'abord le meurtre de son compagnon, puis à d'autres, et meurtres qui sont perpétrés par un étrange individu dont elle ne voit pas le visage, et qui va massacrer de manière particulièrement violente un certain nombre d'individus qui sont liés par une trame scénaristique dont j'ai envie de très peu dire pour que vous puissiez découvrir. Donc c'est assez simple, c'est un scénario assez classique, qui va lorgner du côté du film de fantôme, du film de possession, du film de hantise dans un premier temps, et puis qui progressivement va se mettre en complètement autre chose. Alors c'est, comme je disais, c'est hyper référentiel, c'est évidemment pour moi la base du truc, c'est un hommage au Giallo, c'est un hommage principalement d'ailleurs à ce qu'on trouve chez Dario Argento. Pour moi c'est une évidence, notamment parce qu'il y a des hommages graphiques extrêmement récurrents, notamment dans la manière de caractériser le tueur, le fait qu'il ait justement ces gants de cuir, cette arme blanche. Il y a presque des effets de décadrage comme on trouve dans le Giallo justement, où on est quasiment, dans une certaine mesure, une sorte de... Oui, on va plutôt parler de décadrage que de plan subjectif, mais où en tout cas on va mettre en avant le côté extrêmement fétichiste du tueur. D'ailleurs, c'est pas aussi anodin que le score de Joseph Bichara, d'ailleurs,
à certains moments rappelle les Goblins sur pas mal de points. Le film baigne dans une sorte de lumière rouge qui n'est pas sans rappeler également Suspiria d'Argento. Donc je trouve et Profondo Rosso d'ailleurs aussi sur certains points. Donc je trouve que voilà, c'est un hommage au giallo dans un premier temps, et je trouve que en ça le film est vachement réussi. Alors dans sa première partie encore une fois, et qui dit référence bien sûr à Argento, dit référence aussi à Hitchcock puisqu'il y a pas mal d'éléments qui ramènent évidemment à Psychose aussi, à Fenêtre sur cour. Donc il y a plein de choses en fait qui sont assez chouettes aussi sur le travail notamment du grand angle, sur le travail aussi du plan séquence. Il y a cette volonté un petit peu d'essayer de faire du Hitchcock avec la technologie actuelle, en essayant justement de jouer avec des éléments numériques, etc., pour essayer de transcender la mise en scène d'Hitchcock, mais d'Argento aussi. Donc je trouve que c'est intéressant. De toute façon, je parle de De Palma, je parle d'Argento et je parle d'Hitchcock. Évidemment, Argento et De Palma entretiennent, si vous voulez, une relation extrêmement fétichiste avec Hitchcock, et je pense que James Wan, comme tout cinéaste, a cette relation extrêmement fétichiste à Hitchcock. On est chez James Wan, donc finalement, comme chez Argento, alors je dirais pas jusqu'à comparer James Wan à Dario Argento évidemment, mais je trouve que justement il y a un vrai geste maniériste, c'est un cinéma qui est très maniériste, on l'a vu dans les précédents de James Wan. Il y a plein d'idées de mise en scène qui sont hyper chouettes, je retiens notamment ce plan-là que je trouve absolument génial, qui est une sorte de plan séquence zénitale dans la maison de l'héroïne quand elle la parcourt, parce qu'il me semble elle est terrifiée par cette présence qui semble rôder chez elle. Et la caméra s'élève en plan zénital, et ensuite vous avez un plan séquence qui parcourt l'intégralité de la maison étage par étage. Le plan est magnifique. Vous avez ce genre de petites idées, ce genre de petites fulgurances qui sont encore une fois très maniéristes. Même dans la manière de traiter le meurtre, en fait, on est fondamentalement très très proche du giallo, où il y a vraiment ces instants où on va arrêter la narration. Alors c'est assez progressif parce que finalement les premiers meurtres sont traités un petit peu de manière où ils sont un peu expédiés hors champ dans un premier temps. Il y a un vrai crescendo dans la violence, et plus les meurtres se multiplient, plus ils sont graphiques et plus ils sont traités par une mise en scène qui est de plus en plus maniériste. Et ça, je trouve ça assez chouette aussi. Alors c'est quelque chose qu'on retrouve de manière récurrente chez le giallo aussi. Et la violence devient un vrai spectacle jubilatoire, esthétique. Il y a quelque chose de la poésie macabre qui est toujours présente chez James Wan, notamment dans le traitement de ses créatures et aussi le design de ses créatures. Et c'est hyper intéressant. Vous avez vraiment ces arrêts de narration où les meurtres deviennent encore une fois la narration à part entière, et finalement la narration qu'il y a autour n'est qu'une sorte de prétexte pour enchaîner ces séquences de meurtres. Et il y a un petit peu de ça encore une fois dans cette idée de faire une sorte de giallo, de faire une sorte d'hommage monstrueux à Argento. Et j'ajoute ce point, que c'est un film qui est monstrueux dans la mesure justement où c'est un aggloméré de plein de choses. Alors je parlais du giallo, il y a du slasher plus classique aussi dans son approche. Il y a aussi cette idée de parcourir un petit peu toutes les lettres de l'alphabet, de la série B jusqu'à la série Z, sans forcément chercher à créer une échelle des valeurs entre tout ça. En fait, c'est une déclaration d'amour, c'est une profession de foi au cinéma fantastique, au cinéma d'horreur. C'est extrêmement généreux, il y a une vraie générosité, il y a un vrai savoir-faire. Alors évidemment, il y a pas mal de trucs au début qui sont assez elliptiques, il y a pas mal d'étrangeté d'écriture, mais qui finalement, et c'est là qu'on va revenir fatalement au twist, vont prendre leur sens au fur et à mesure. C'est-à-dire ce côté un peu décousu, un peu étrange, un peu arythmique de la première partie du récit, ces faiblesses d'écriture parfois, en tout cas ce qui semble être des faiblesses d'écriture, vont amener un twist. Alors évidemment, ce twist va demander une suspension du jugement importante, évidemment. Ma suspension consentie à la crédulité est assez aisée à obtenir, où j'ai facilement tendance à basculer dedans, mais je comprends que quand bien même le twist explique pas mal de choses et tisse du lien entre ces différents moments un petit peu fracturés, comme les différentes pièces d'un puzzle qu'on a du mal à assembler dans un premier temps. Je suis conscient que ce twist-là, il demande de suspendre son jugement, parce que lui aussi a quelque chose de très improbable, mais on est dans un film fantastique, encore une fois, dans un film qui est même pour moi complètement fou, complètement taré, qui va extrêmement loin, qui est extrêmement radical dans ce qu'il propose, et moi je trouve que finalement, quand on arrive à suspendre son jugement, tout devient dans la logique du film qui nous est posé, dans la diégèse qui nous est proposée, tout fonctionne à merveille. Alors je vais en venir à spoiler, et évidemment là je vais pouvoir traiter d'autres références aussi, parce que l'idée c'est que je voulais moins traiter possible dans la première partie, parce que j'avais pas envie non plus que, si vous connaissez ces références, cela vous guide sur une piste. Donc je vais spoiler allègrement maintenant, et ça va me permettre d'aller un petit peu plus loin. Alors on parlait de giallo dans un premier temps.
Moi je pense également aussi, et moi ça fait très fortement écho parce que finalement je l'ai revu dans la foulée du film, j'avais envie de le revoir parce que le film m'a donné envie d'y retourner, Brian De Palma et Sisters notamment, parce qu'il y a toute cette question de la gémellité et même des frères siamois ou des sœurs siamois dans Sisters, avec cette idée du doute quant à l'existence de la sœur siamoise. Alors chez De Palma, qui ramenait à Hitchcock évidemment, qui ramenait à Psychose en particulier, notamment sur la question de cette sœur morte qui s'incarne dans le corps de celle qui est restée en vie, d'un point de vue psychiatrique et psychanalytique, évidemment. Là, il y a un petit peu le même système, mais mixé avec une sorte de délire fantastique et horrifique, qui ramène à plein d'autres films, hein, parce qu'il y a quelque chose de très Cronenbergien. Le film a quelque chose du body horror. Alors, Sisters de Brian De Palma, pour moi c'était du body horror. Il y a quelque chose d'une certaine mesure de faux semblant, mais poussé vraiment dans ses extrémités les plus grotesques et les plus extravagantes, et c'est ça qui est extrêmement jouissif. Alors, pour très très vite narrer ce qu'il en est, si vous connaissez la chose, hein, bien sûr, on découvre assez rapidement non, à la fin du film, dans le troisième acte. Alors moi j'avais un petit peu anticipé le twist, parce qu'immédiatement j'ai pensé donc au Imprint de Takashi Miike, qui est un épisode que Takashi Miike avait tourné pour la série Masters of Horror de Mick Garris en 2005, si je me trompe pas, qui avait été censuré à la télévision américaine, mais vous pouvez trouver en DVD. Et dans cet épisode, vous aviez aussi un personnage qui avait étrangement dont on suivait plusieurs fois le récit. En fait, le film se séparait en 3 parties. On suivait un journaliste qui cherchait la femme, ça se passait au Japon, hein, c'est un journaliste américain qui déboulait au Japon et qui cherchait une jeune geisha dont il était follement tombé amoureux, et il rencontrait une autre geisha qui, elle, allait lui raconter son histoire, puisque soi-disant elle l'avait connue, etc. Et on avait 3 récits, où le personnage dans un premier temps faisait une sorte de récit édulcoré, puis au fur et à mesure on avait un second récit qui dévoilait des éléments, puis un troisième récit qui dévoilait totalement l'histoire, et il y avait une sorte de crescendo dans le sordide, dans le glauque, dans l'horreur, et à terme on se rendait compte que ce personnage-là, de cette geisha qui venait raconter son histoire pour que cet homme, ce journaliste américain, retrouve celle qu'il aimait, avait une sœur siamoise qui s'était développée sur son crâne. Donc c'est une geisha, donc elle a cette énorme coiffure, énorme parure qui permet de cacher ce frère siamois qui était incrémenté sur sa tête, bloqué sur sa tête, et qui était une sorte de main avec des yeux et des grandes dents qui étaient fixées sur sa tête. Donc ça faisait une sorte de monstre aussi, pareil, assez grotesque, mais qui était justement, parce qu'il était grotesque et à la frontière du ridicule, était excessivement dérangeant. Et là, on a à peu près c'est pas à peu près, le même système, c'est-à-dire que le personnage de Madison, on apprend au fur et à mesure qu'elle a développé une sorte de, elle avait un frère siamois, pour le coup, qui est le personnage de Gabriel, qui s'est développé sur elle, derrière elle, avec un cerveau commun, sur son dos. Donc il y a pas mal d'éléments en plus narratifs et de build-up, en fait, parce que c'est un gros exercice de build-up et de payoff, en fait. C'est assez génial pour ça. Je trouve que ça fonctionne extrêmement bien. Encore une fois, si on suspend son jugement et qu'on accepte la réalité fantastique qui nous est proposée. Et donc au bout d'un moment, cette petite fille s'est fait, alors c'est important aussi, c'est une enfant, enfin ces 2 enfants sont les enfants d'un viol, et ce qui montre que finalement le film, sous ses apparats un petit peu jouissifs, divertissants, récréatifs, a quelque chose aussi d'assez glauque, d'assez sombre, d'assez noir, d'assez violent, d'assez dur, et ça me plaît bien justement. Je trouve que cette dichotomie entre le côté, encore une fois, récréatif, gore, complètement décomplexé, qui va à fond, devant lequel finalement il y a énormément d'humour, et un humour noir qui fonctionne très bien, et à côté de ça, dans ce contrepan extrêmement sordide et glauque, en fait, qui ramène à une réalité, et ça je trouve ça vraiment fort aussi, parce qu'émotionnellement je trouve notamment que la dernière séquence fonctionne très bien, puisqu'il y a cette relation entre le personnage de Madison et sa petite sœur d'adoption, que je trouve vraiment touchante. Et pour le coup, voilà, donc quand elle est petite, on va lui faire l'ablation de ce truc-là, qui est considéré comme une tumeur aussi, donc il y a tout un travail aussi sur ce monstre aussi qui souffre, parce qu'encore une fois, moi c'est important quand je vois un film de monstre, puisque le film se meut aussi en film de monstre. Moi j'aime avoir de l'empathie pour le monstre, je trouve que c'est très important. Et là effectivement, je trouve qu'il y a une vraie empathie qui se développe sur cette créature qui a toujours été considérée comme une tumeur simplement. Malignant, c'est malin, et c'est aussi maligne, comme la tumeur maligne, et ça ramène à ça. Et que je trouve important parce que ça me crée une vraie empathie pour la créature, pour le personnage de Gabriel, et qui est un monstre intéressant. Alors moi qui me ramène aussi, je pense à ça aussi au Shocker de Wes Craven, parce qu'il communique par le biais de l'électricité et tout, et ça je trouve ça aussi chouette. Il y a plein de petites idées comme ça que je trouve vraiment cool. Et donc pour revenir à ça, on va lui faire l'ablation de toutes les parties du corps de Gabriel. Il reste juste son visage qu'on va lui enfoncer très profondément, dans le crâne de Madison, au sens propre comme en figuré, hein, finalement, comme le personnage de Gabriel, c'est le refoulé aussi, qui est enfoncé très profondément. Et c'est lorsqu'au début elle va se faire frapper par son
conjoint, qui va la frapper contre un mur, elle va se taper très très fortement la tête, que ça va faire rejaillir le ça, hein. Il y a quelque chose de très psychanalytique derrière, hein. Vraiment, je trouve que le film, en plus d'être finalement, je trouve, dans l'univers fantastique qu'il propose, assez radical et assez original finalement, je trouve que ce qui est chouette aussi, c'est qu'il y a tout ça a une portée métaphorique, psychanalytique, qui fonctionne à merveille en fait sur le surgissement du ça. C'est vraiment l'incarnation de le personnage de Gabriel est vraiment cette incarnation là. Donc il y a tous ces petits éléments là que je trouve hyper intéressants. Et donc au fur et à mesure, voilà, on va basculer progressivement, et ça que j'aime bien, c'est qu'on a fait plein de genres déjà qui ont été explorés. Je parlais pour terminer du imprint de Takashi Miike, parce que pour moi, c'est évident qu'il y a la même chose avec la manière dont les cheveux de l'héroïne sont traités, exactement comme d'une autre façon, hein, mais pour la geisha dans le film de Miike, qui permettent de cacher le monstre, avec l'idée aussi que ce passé, parce qu'il y a plein de choses qui métaphoriquement fonctionnent très bien aussi, le fait que le monstre soit derrière elle, que ce soit son passé, que ce soit un passé refoulé pour revenir au refoulé psychanalytique. Il y a tout ce fond-là qui marche très très bien aussi, et qu'elle veut enfermer ce passé-là, qu'elle veut pas le faire ressortir, et que finalement il rejaillit. Et ça, notamment, donc encore une fois, métaphoriquement et psychanalytiquement, ça fonctionne très bien, et ça a un vrai sens. Mais encore, ce qui est intéressant, c'est que James Wan en tire quelque chose finalement, en termes de mise en scène, en termes d'idées graphiques, puisque toute la dernière partie, lorsque Gabriel émerge et prend la place de Madison de manière définitive, on va dire, pour ce troisième acte, il y a toute une séquence, alors dans un premier temps dans une cellule où le personnage de Madison est enfermé puisqu'elle est accusée du crime, et donc ça c'est aussi important, hein, tout est relié ensuite, encore une fois ce que je disais, tout ce qui peut paraître étrange dans la première partie a un sens, si tant est que vous suspendez votre jugement pour accepter cette réalité là que vous propose le film. Et vous avez donc cette scène là où elle est enfermée, puis dans un commissariat où James Wan part complètement dans une sorte d'actionneur ultra bourrin, ultra généreux, un poil numérique c'est vrai sur pas mal de points, mais je trouve qu'il le gère assez bien. Et on a cette séquence ultra spectaculaire de massacre dans un commissariat que je trouve complètement taré, complètement dingue, et le mec il va jusqu'au bout, et c'est ça qui est génial en fait. C'est ça qui me plaît énormément dans le film, c'est que malgré tous les petits défauts qu'il peut avoir, c'est un film d'une générosité et d'un amour que je trouve dingue, qui transparaît, qui transpire de partout. Et moi, un film comme ça, qui est plein d'amour, j'ai plein d'amour pour lui. Film monstre, film malade aussi, tu vois, il y a ce côté-là où il y a quelque chose de malade dans le film, de malade au sens de taré aussi, il y a une sorte de folie en fait qui émerge de ce truc-là, et moi qui me plaît, que je vois pas beaucoup autrement dans le cinéma d'horreur, qui se considère, on va dire, mainstream, mais je trouve que cette folie-là, c'est pour ça que je dis que c'est une aberration, moi j'ai du mal à imaginer qu'on puisse sortir ça, qu'on puisse donner un budget relativement important à un truc comme ça, parce que le film est complètement taré. Mais moi je trouve ça génial, au contraire, c'est vraiment très bien qu'on donne de la thune à des mecs comme ça, parce que James Wan, voilà, il est quand même bien installé, il a fait une pause horrifique, et il revient avec ce truc-là, qui est complètement taré, et qui est complètement malade, hein, sur plein de, encore une fois, il y a plein de problèmes dans le film, en fait, mais c'est un truc un peu monstrueux, c'est ce qui fait son humanité en fait. Je trouve que cette folie-là, moi elle me touche profondément. Alors j'avais un petit peu ça avec Insidious aussi, où la fin d'Insidious, le personnage de Gabriel, pour moi est très proche dans Malignant de celui du démon rouge à la fin, où on part complètement ailleurs, on bascule dans le grotesque. Alors pour revenir à Insidious, il y avait ce côté-là où on avait dans un premier temps le poltergeist de Hooper, qui était retravaillé, qui était une variation autour de ça, et puis on basculait dans le Hooper beaucoup plus carnavalesque, beaucoup plus freak show à la fin, où on se trouvait dans le lointain, et là on était dans un vrai train fantôme, avec tout ce que Toby Hooper avait pour amour pour le train fantôme, et je trouve que là il y avait ce côté-là, cette dichotomie-là qui fonctionnait très bien, et alors qui avait, je pense, dérouté pas mal de monde, mais moi qui m'avait complètement embarqué, et j'adore cette manière dont aussi James Wan design ses créatures, parce que justement elle ramène à quelque chose de grotesque, de bizarre, et ce côté grotesque, bizarre me ramène à l'enfance en fait, et je trouve qu'il arrive vraiment à saisir ce côté-là. Et là on a un petit peu la même chose avec le personnage de Gabriel, qui est vraiment un monstre intéressant, qui a ce côté évidemment assez touchant, qui est pour moi très important quand on traite un monstre, parce qu'on a vraiment une empathie qui se développe pour ce personnage-là, qui a jamais été aimé, qui a été rejeté, qui était monstrueux, qui était considéré comme une sorte de, qui était une tumeur, un lymphome. Donc il y a ce côté-là en plus qui est très vraiment dans l'idée du rejet, du laisser pour compte. Et en même temps, ce personnage est extrêmement jouissif. C'est le ça, hein, c'est la toute puissance du personnage de Madison. C'est aussi ça aussi. Donc il a quelque chose d'extrêmement jouissif en fait dans son approche aussi. Et puis je trouve que tout ce qu'il y a autour, sa gestuelle, le travail de sa gestuelle qui est lié justement à ce qu'il occupe dans le corps de Madison, la manière dont il l'utilise comme un pantin. Vous avez cette séquence vraiment de massacre dans le commissariat qui est pour moi vraiment intéressante visuellement, parce qu'elle est complètement grotesque, complètement absurde, complètement aberrante, mais je l'accepte parce que c'est très bien amené.
et ça me dit quelque chose métaphoriquement. Donc, Malignant, pour un petit peu conclure là-dessus, parce que ça fait déjà une vingtaine de minutes que je suis dessus, oui, parce qu'il y a plein de choses à dire en fait, ne vous fiez pas forcément aux critiques qu'on a pu lire, sur le fait que c'est un nanar, un truc, non, pour moi c'est pas du tout ça. C'est un film ultra référentiel, DJ Giallo, je parlais de De Palma, je parlais de Takeshi Miike, parce que pour moi, alors faudrait vérifier auprès de James Wan évidemment, mais moi je trouve que ce truc-là est très présent. Alors tous les slashers dans leur globalité, parce que pour moi il y a quelque chose de l'histoire du slasher un petit peu tout, qui irrigue un petit peu tout ça. Le cinéma de maison hantée, mais ça pour le coup James Wan est plus coutumier de la chose jusqu'à maintenant. Il mixe plein de trucs, il y a même des moments qui ramènent à Saw, mais bon pour le coup Saw était déjà un hommage à Argento sur pas mal de points aussi. Donc tout ça se ramène, il y a une sorte de... Je trouve qu'il y a quelque chose de cette œuvre somme en fait de James Wan jusqu'à maintenant, il a fait cette pause, et là il revient à tout ce qu'il a fait kiffer au début de sa carrière, qu'il propose une sorte d'énorme monstre, d'énorme aberration ultra généreuse et pleine d'amour, une sorte d'excroissance paroxysmique de son style, que je trouve extrêmement jubilatoire, hyper agréable à regarder, absolument passionnante, et c'est un film je crois que je vais revoir et revoir et qui va devenir un des trucs que je vais kiffer me faire dans diverses situations. Alors le film ne fait pas peur, c'est peut-être le seul truc qu'on pourrait lui reprocher fondamentalement, c'est que oui, en termes d'horreur à proprement parler, d'angoisse, le film fonctionne pas toujours, même s'il y a quelques séquences qui sont assez efficaces, mais effectivement le film ne fait pas véritablement peur. Mais après je me pose la question, est-ce que c'est vraiment la note d'intention de James Wan de faire peur à proprement parler? Je suis pas certain. Il y a plus un côté un peu tordu, dérangeant, malsain, et puis ce côté évidemment ouvertement humour extrêmement noir, assez corrosif. Il y a plus ça en fait chez moi, et ce côté aussi poésie macabre que j'ai pas cité mais qui est pour moi très présente, notamment je parle du design des créatures terrestres chez James Wan, mais je pense qu'il y a aussi ça qui est très présent. Donc Malignant de James Wan, je vous le conseille très très fortement. Moi j'ai pris une petite claque, j'étais un peu déboussolé à la sortie, je savais pas trop quoi en penser, et plus j'y pense, plus je kiffe le film en fait, plus je le trouve génial, et plus j'ai d'amour pour ce final, et plus j'ai envie de le voir très très vite. Donc découvrez-le d'urgence, parce que profitez en cinéma, comme le film est quand même assez spectaculaire, je trouve que ça vaut le coup de le voir au ciné. J'espère que cette petite incartade vous aura plu, et puis je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, salut!